Question. On a souvent cru à la fin du groupe. Finalement, la musique est plus forte que tout. Réponse d'Akhenaton. Ma réponse est hélas moins poétique mais honnête. On a refait un album pour de simples raisons contractuelles. Il devient de plus en plus compliqué dans ce métier de se projeter. Notre invité est un pharaon qui a dansé devant les pyramides. Akhenaton, allégorie du rap, placard trop petit, lui plane hors catégorie. Chanteur, compositeur, auteur, producteur, leader du groupe marseillais IAM, mais cavalier seul aussi à ses moments. Plus de 30 ans de carrière, je danse le Mia, demain c'est loin, petit frère, l'école du micro d'argent demeure à ce jour l'album de rap français le plus vendu de l'histoire. Le dernier album du groupe IAM, sorti en 2019, s'appelle Yasuke. Bonjour Akhenaton, ravi. Bonjour Léa, ravi de même. Akhenaton, vous dites qu'il est de plus en plus compliqué de se projeter dans ce métier. Désenchanté? Non, vraiment, moi je suis le cours de la rivière, donc là où la rivière va, je me laisse glisser. C'est pas un désenchantement parce que on a connu plusieurs époques, avec des époques où on pouvait faire des albums avec énormément de moyens, d'autres époques où on a dû bricoler. Quoi qu'il en soit, on s'est toujours adapté. Par contre, je suis réaliste. Et le fait d'être réaliste, c'est de savoir aujourd'hui de quoi on bénéficie dans la musique pour pouvoir travailler. Et c'est devenu compliqué pour des artistes. En fait, il se passe dans la musique ce qui se passe dans la société. La société, aujourd'hui, il y a énormément de très pauvres et quelques très riches qui deviennent de plus en plus riches. La musique, c'est la même chose. On a des top-sellers dans le monde. Et puis après, pour des groupes qui vendent moins, ce qui n'est pas notre cas, mais je parle en général. On a la chance de pouvoir fonctionner sur scène et d'avoir beaucoup de monde dans les concerts, mais beaucoup de groupes qui vendent moins que nous et qui remplissent pas les scènes rament réellement, alors que les gens n'ont jamais écouté autant de musique. Donc, si on doit analyser le phénomène, on en aurait pour, je pense, toute l'interview, mais c'est quelque chose qui a commencé il y a une vingtaine d'années, qui a été validé par les gens. Hein. Les gens ont validé le fait, pour eux, au départ, le piratage, c'était quelque chose de cool. Mm-hmm. Et le piratage correspond plus ou moins à des choses pour lesquelles les gens descendent dans la rue aujourd'hui quand ça touche leur propre métier. Pour nous, il y a 20 ans, personne n'est descendu dans la rue. On était des saltimbanques millionnaires qui méritaient leur sort. Voilà. Donc, pour le fait de se projeter, Akhenaton, est-ce qu'il est plus difficile de se projeter aujourd'hui que quand vous étiez jeune et que vous teniez les murs, selon votre expression? Je pense que quand on était plus jeune, on avait envie de se projeter. C'est l'envie de me projeter qui me manque maintenant. En fait, j'ai plus envie de me laisser glisser. Je dis pas que je suis ultra vieux, mais j'ai plus de 50 ans maintenant et j'ai juste envie de vivre des choses qui se présentent sans nécessairement penser à avoir un plan, avoir un plan de carrière, tout ça, ça me parle plus du tout maintenant. Et je fais des choses qui sont, et je pense que c'est pareil pour les copains du groupe IAM, hein, on fait des choses énormément à l'instinct. Là, en ce moment, j'enregistre un album qui est plein de samples, qui sera en téléchargement gratuit sûrement à la fin En solo? En solo ou avec le groupe? En solo, parce que je suis tout seul dans ma pièce, dans ma bibliothèque en haut, avec mon micro et mes petites cartes son enregistrées. Et j'envoie toutes les voix à un pote, des producteurs qui s'appelle Jazz Music. Et voilà, on fait les morceaux comme ça à distance. On continue à faire de la musique, on s'occupe, c'est bien. Je vais revenir vers des souvenirs lointains, à l'époque où vous traîniez un peu dans le quartier. À l'époque, vous étiez toujours, je vous cite, dans les 2-3 cons qui restaient jusqu'à 5 heures du mat. Pourquoi le dernier est parti, Akhenaton? Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Vous en avez d'ailleurs parlé dans votre titre, quand il rentrait chez eux. Que se passait-il quand il rentrait chez eux? Ouais, c'est un titre qui compte beaucoup pour moi, mais en fait, je pense qu'il se passait tout simplement, c'est que moi, je suis retourné à 16-17 ans vers le quartier dont mes parents sont issus, donc au centre-ville de Marseille. Donc mes parents n'habitaient pas dans ce quartier, j'habitais seul. Et ce qui se passait, c'est que en étant quelqu'un avec les 2-3 autres potes qui restaient avec moi, qui vivaient seuls et qui avaient déjà un lieu où dormir et un appartement, on s'assumait.
les autres qui étaient en famille, eux, rentraient beaucoup plus tôt. Et je pense que j'ai des fois des soirs abusé sur le banc, à rester assis trop longtemps. Mais en même temps, ça m'a forgé une mentalité, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. J'étais énormément dans la contemplation, dans l'observation. J'ai regardé énormément les gens, leur manière de réagir, leur manière de se comporter. Puis il y a une vie le jour et il y a une vie la nuit. Marseille, la nuit, c'est une autre atmosphère, au centre-ville notamment. Et voilà, après, je pense que comme il n'y avait pas de repas qui m'attendait le soir ou personne qui m'attendait particulièrement à l'appartement, ben, j'essayais de voir s'il y avait quelque chose qui se passait d'intéressant le plus tard possible. Mais vous dites aussi qu'une encyclopédie a changé votre vie. Oui, ça c'est un cadeau de ma mère. Ma mère, elle avait fait un crédit carrément. Ma mère avait vraiment pas beaucoup d'argent quand on était jeune. Et elle avait fait un crédit pour m'acheter une encyclopédie parce qu'elle savait que je m'intéressais aux sciences et tout. Et j'avais lu l'encyclopédie comme un livre, en fait. Du tome 1 au tome 24, je l'ai lu entièrement. Et j'étais déjà jeune, hein, j'avais 8 ans, mes parents venaient de divorcer. Et je m'intéressais à la vie en général, au mystère de la création, à la vie, à la mort. Et donc, par à l'univers, aux anciennes civilisations, à des tas de trucs qui s'imbriquaient comme ça, y compris même les dinosaures, l'évolution de la planète, les volcans, les plaques tectoniques. Et en fait, voilà, tout ça m'a intéressé. Ce qui a fait que très vite, j'ai eu pour passion l'archéologie. Et j'ai voulu être archéologue, en fait, très jeune. Mais ça m'est resté quand je suis venu en Tunisie en 1990, la première fois. Et c'est la première fois où on est venu, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller visiter des ruines, des vieilles pierres. Et notamment, il y a je me rappelle, on s'était arrêté près d'un grand amphithéâtre romain qui est une sorte de colisée. Et on faisait la route de Tunis à Sousse. Et on est arrivé dans une ville où il y avait un grand colisée, je ne sais plus dans quelle ville c'est, et c'est magnifique. Comme quoi, on n'a pas fait que des conneries, les Romains, les Italiens. Bah oui, pas que des conneries, on est d'accord. Akhenaton, élève très dissipé, insoumis, mais vous finirez par décrocher le bac en candidat libre et avec mention. Mais à la fac, vous ne dépassez guère les tables de belote contrée. Ouais, parce qu'en fait, j'étais déjà possédé et obsédé par le rap, et je faisais déjà des allers-retours aux États-Unis, en fait. On animait une émission de radio sur une radio qui s'appelait Radio Sprint, l'émission s'appelait Vibration. Et on a noué des liens avec des artistes américains. Et je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir. C'est un peu comme avoir le film, mais sans la BO. Et une année, ma tante, j'avais bien travaillé, ma tante avec qui je voyais tout le temps en Italie, on est originaire de Ischia, qui est une ville, une île au large de Naples. Je descendais voir la famille et on voyait tout le temps la famille américaine là-bas. En fait, j'ai la famille en Argentine, aux États-Unis, en Australie, et toute la famille se réunit en Italie en été, on se croisait. Et je disais aux oncles et aux tantes américaines, un jour je viendrai vous voir et tout. Et une année, j'avais bien travaillé en seconde, et ma tante elle m'a dit, je te paye le voyage, tu viens avec moi aux États-Unis. Et je suis parti j'ai vu un peu toute la famille à New York, à Los Angeles. Je suis pas allé à Miami, mais la famille un peu de partout. Et en fait, j'ai entendu la BO de mon film, c'est-à-dire le film que je me faisais dans la tête sur le rap. J'ai entendu les musiques, j'ai vu la ville et j'ai dit, mais c'est exactement comme je me l'imaginais. Et en fait, ça a été une véritable révélation, le fait d'aller aux États-Unis et d'y voyager pour la première fois. Mais en parlant de la manière dont vous avez quitté la fac pour atterrir dans le rap, vous avez parlé du visage de votre père. Le fiston, vous avez dit, je n'oublierai jamais le visage de mon père quand je lui ai annoncé que je quittais la fac pour faire du rap. Il faut se replacer en 1987 ouais, 7, c'est 87. Le rap représente absolument rien à cette époque-là, mais même en termes de perspective musicale. Hein. Mon père était quelqu'un de très ouvert d'esprit. J'avais pas beaucoup d'années d'écart avec mon père, donc il y avait un côté à la fois très autoritaire, mais un côté très pote aussi. Mais il a été éduqué
comme les immigrés en France, les Italiens, voilà, trouver un métier avec Le bien cadre, mérite, le travail. le mérite, le travail, la sueur sur le front. Et en fait, j'avais eu, en fait, sans vouloir raconter d'histoire ni me vanter, j'avais eu des notes très élevées au bac et sur l'année en sciences naturelles. Et en fait, la fac de médecine est venue me proposer de faire ma première année en 6 mois, de faire un cursus très court avec quelques élèves qui avaient des notes élevées en sciences nat, de faire une première année en 6 mois. Et moi, déjà, quand j'ai dit non à la fac de médecine, mon père il dit non, c'est pas possible. Je dis pas, J'imagine. je me vois pas à 9 ans, à 9 ans, ça m'intéresse pas du tout. Et puis quand j'ai dit que j'arrêtais mon doc de sciences, il est devenu fou. Pour lui, c'était voilà, je faisais n'importe quoi, mais il s'est dit, peut-être à un moment donné, il s'est dit, il va essayer par lui-même de voir ce que ça fait de toucher le sol. Et nous, on est de culture italienne et moi, je suis de culture américaine parce que j'ai toujours écouté de la musique américaine et c'est vraiment la culture dans laquelle j'ai grandi, le hip-hop. C'est pas une culture où l'échec est valorisé. C'est une culture où on doit gagner et on est énormément comme ça en Italie aussi. Il faut gagner absolument la victoire à tout prix. Et je pense que c'est un échec qui m'a fait du bien. Et je pense que dans la tête de mon père, il pensait la même chose. Il me disait, tu vas toucher le sol. L'important, c'est la manière dont tu te relèves et à la vitesse à laquelle tu te relèves. Mais avez-vous regardé votre fils de la même manière, votre fils Yanis, quand il vous a annoncé qu'il allait faire du rap à son tour? Il en fait aujourd'hui. Non, je pense que Aïcha et moi, on a été rodés on a grandi dans un autre contexte culturel. On n'est pas comme nos parents. On a fait preuve de compréhension. Alors, des fois, on peut s'accrocher sur des sujets, hein. Le fait qu'on écoute la même musique, tu sais, c'est la première fois dans l'histoire de la musique amplifiée de l'humanité que les parents et les enfants écoutent la même musique, quand même. Enfin, à Avant, peu près, pas toujours. hein, la musique je veux dire, à ce point de vue-là, de force culturelle, euh, de générations précédentes, nous, la musique de nos parents, elle était ringarde. Et donc, on peut arriver avec mon fils à peut-être des fois s'accrocher sur des sujets qui sont liés au rap, mais par contre, pas sur ses décisions. Et je suis très fier de la manière dont il gère son histoire. Il a su prendre des bonnes décisions. Et puis, quand c'est plus compliqué, se trouver un petit job à côté, subvenir à ses besoins. Voilà, c'est une grande fierté pour moi. Vous dites, j'ai laissé passer le premier train de ma life. Oui, Quel est ce train? Des c'est le train regrets, des études. Akhenaton? C'est le train des études. Le train des études, c'est un train qui est. Si j'avais persisté, j'aurais pu avoir des tas de métiers financièrement intéressants. Parce qu'archéologue, ça paye pas, hein. Je vous dis, on est allé rencontrer les équipes des archéologues français. L'État français ne paye pas bien ses scientifiques. On va dire, il y a les grands archéologues, ceux qui font des découvertes et qui font des thèses qui vivent bien. Puis après, le reste des chercheurs, ça, ils sont dans des conditions de travail au Caire qui était pas très glorieuse pour la France. Voilà. On a un pays comme le nôtre, si on a envie de s'investir dans des choses positives et dans le fait d'aider les Égyptiens et de collaborer avec eux à trouver, de travailler sur de nouveaux chantiers, de nouvelles fouilles, l'État français doit au moins loger et payer les archéologues décemment. J'en profite parce que Mais vous auriez été l'Akhenaton de l'archéologie. Vous auriez été hors j'aurais adoré. catégorie aussi, donc vous auriez été bien payé, j'imagine. Je ne sais pas si j'aurais été à la Kenaton de l'archéologie, mais en tout cas, j'aurais été passionné. Je pense que la passion, ça fait énormément de choses. Quand on, quand on est animé d'aucune passion, c'est très dur d'arriver à effleurer du doigt ses rêves. Je pense qu'il faut y croire dès les débuts et un truc qui est distinctif de tous les membres du groupe IAM. Si tu prends chacun d'entre eux, tu leur demandes, est-ce que tu y croyais? Tous vont te dire oui. Est-ce qu'autour de toi, on y croyait? Non. Mais c'est pas grave. Je pense que ça nous a rendu vraiment
motivé, envie un peu de défier ce qui était prévu, ce qui était écrit, la destinée, le destin. Moi, je crois beaucoup. Mais pour la motivation, justement pour la motivation à Kenaton, en suivant votre parcours et en revenant à cette histoire de train de la live que vous avez raté, je me dis que le train, vous avez fini par bien le rattraper et sur le quai d'Ungar, et c'est là que vous avez rencontré vos acolytes de toujours. Mais votre moteur, justement, j'ai lu que votre moteur a toujours été de l'amour propre. Quand je reviens à cette histoire de vieille dame qui vous a distribué de chocolat, vous prenant pour des STF, ou cette autre histoire qui me plaît beaucoup d'ailleurs, cette jeune fille très jolie avec laquelle vous sortiez et qui vous revoit après, vous traînez dans le quartier, vous êtes mal mis, vous avez les dents cassées, vous en parlez dans votre Ça se disperse. C'est Oui, très beau. merci. Ben, oui, oui, on y revient dessus. Après, c'est des choses de la vie. C'est un sentiment bizarre, hein, ce sentiment-là. J'avais eu ce jour-là. Je crois que c'est une des plus grosses hontes de ma vie. Hein. Ce C'était, regard singulier, ce sourire triste qu'a la jeune fille en vous voyant. ouais, 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 ça me fait bizarre d'en reparler comme ça. Vous ne voulez pas en parler, ça vous remue encore, mais est-ce que ça a été un moteur à l'époque? Tout ça, c'est des moteurs, en fait. On a envie de défier les attentes. En fait, quand les gens nous voient à l'aspect, comme cette dame qui nous offre les chocolats le soir de Noël, où les gens avaient des préjugés sur nous, y compris, nous, on était entraînés dans une station de métro, il y avait des gens qui remontaient voir ma mère ou mes oncles ou mes tantes qui leur disaient Philippe, il fait la manche dans le métro. Et c'est la manière dont les gens nous voient. Pareil sur cette boîte de chocolat, même si cette dame-là m'a énormément touché, j'ai beaucoup, quand je repense, vraiment, elle l'a donné, la boîte de chocolat, comme elle la donnerait à ses enfants. Elle a dit, mais ces gamins qui nous cassent les bonbons, rester assis sur les marches de l'Office du tourisme toute l'année, finalement, c'est juste des gamins. Elle est sortie, c'était magnifique. Et j'ai eu à la fois envie de lui donner raison à elle et à la fois à mon ex-petite copine qui m'avait vu. Elle était avec son copain en plus. C'était très gênant. Et moi, j'étais avec des trucs. Justement, j'avais les dents cassées. J'avais un œil au beurre noir ce jour-là. Parce qu'on s'était battu avec des Marines. Enfin, à cette époque-là, il y avait des Marines américains qui étaient au centre-ville et c'était la guerre avec eux. Et je m'étais pris un bon crochet. J'avais l'œil beurre noir et j'avais les deux dents cassées là. Non, la totale, quoi. La totale. C'était très, très, très gênant. Akhenaton, 1984, la Oui. première émission de hip-hop est là, grâce à notre amie Laurence Tuitou. Oui, Malolo. On la salue d'ailleurs, si elle nous écoute. Ambiance breakdance et compagnie. Et là, vous dites, je me dirige vers le rap parce que je n'étais pas très bon en danse, contrairement à Shuriken. Ah, ils étaient tous très bons. Il y en avait beaucoup qui étaient bons en danse autour de nous. En fait, il y avait beaucoup de danseurs. Le hip-hop, c'est une culture où on est acteur. On n'est pas dans le hip-hop en juste en étant auditeur, en ne faisant rien. Il y en a qui graffent, il y en a qui font voilà, Vous avez fait du graphe vous-même à une certaine commencé à période. faire du graphe au départ. Mais après, quand il y a eu les premières soirées, j'étais aux soirées et des potes à moi me disaient ouais, tu devrais monter, tu parles bien anglais, tu devrais monter et rapper. Il n'y a pas de rappeur qui monte sur scène. C'était une époque où la danse était reine et tout. Et j'ai commencé en fait en montant et en rappant des textes de rappeurs anglais pour les gens qui étaient là pour danser. En fait, moi, j'étais juste un animateur pour eux. Et de fil en aiguille, on est passé de ces soirées-là qui étaient axées autour de la danse, de fil en aiguille à des vrais concerts. Et je me rappelle les premiers vrais concerts qu'on a fait, j'avais une track, moi j'étais timide, c'était très dur. Vous l'êtes plus timide. Si, toujours, ça se voit. Je combats, je combats. Je connais ça. Ouais, voilà. Et Mais on canalise, mais on arrive à canaliser. mais j'ai toujours des fois, ça m'arrive sur des plateaux de télévision ou alors encore une fois, moins en concert.
moi en concert, mais sur les premiers concerts, j'avais le même syndrome que j'avais quand le prof me disait va au tableau et fais l'exercice. J'avais la tête qui tournait, j'arrivais plus à respirer, j'avais une confusion mentale avec une incapacité à formuler des phrases et tout ça. Et c'est vraiment des symptômes de la timidité. Et ça me reste, ça me revient des fois. Akhenaton, aujourd'hui, cela fait plus de 30 ans que vous faites du rap, que Ayam dure, mais vous dites que ça n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, dans le livret qui accompagne votre album Révolution avec accent circonflexe sur le E, vous dites le groupe marseillais a survécu à tout. C'est quoi ce tout au juste, Akhenaton? C'est les dissensions internes, c'est le changement d'époque? À part le départ de Malek, il n'y a pas eu de dissension interne réellement. Il y a un membre du groupe qui a quitté le groupe en 2008. De manière interne, on a toujours préservé une forme de cohésion et je pense que c'est ça qui a sauvé le groupe en fait. Mais en externe, oui, on a passé des instants où d'un coup on vendait moins de disques, d'un coup affirmer ses convictions comme on les affirmait dans les années 90, de les affirmer dans les années 2000, c'était être des casse-couilles, excusez-moi de l'expression. On était devenus, donc quand on campait sur nos positions et qu'on défendait notre avis, on était devenu un groupe ingérable. Et on avait cette réputation d'ingérabilité, mais de partout, dans toutes les maisons de disques. Et nous, on ne comprenait pas. On disait, mais on défend juste nos positions. On n'est pas un groupe malléable, on ne l'a jamais été, on ne le sera jamais. C'est peut-être le fait que vous ayez commencé à vous produire vous-même qui n'a pas été apprécié. Je pense que ça n'a pas été apprécié. Et ça, justement, Laurence pourra nous éclairer dessus, mais je pense que ça a été perçu comme une menace pour certaines maisons de disques, parce que quand on s'est produit nous-mêmes et qu'on a produit d'autres, on a vendu énormément de disques, on est devenu puissant, on a gagné même beaucoup plus d'argent que ce qu'un artiste en gagne. Donc, la problématique, elle est là. Je veux dire, tant qu'on est artiste et qu'on est sur le coin de la table et qu'on ne s'invite pas au grand banquet, tout va bien. Quand on s'invite au grand banquet, on a les premiers problèmes. Donc, on a eu des articles dans les journaux disant qu'on faisait partie de la mafia, on fait des tas de fantasmes irréels. On a traversé tout ça. Et c'est vrai qu'à partir de 2013, en fait, on a eu une nouvelle époque où, à partir de l'album Art Martien, en fait, où on s'est laissé glisser. Et on a dit, ben, voilà, on a passé des tas de choses. Maintenant, faisons ce qui nous plaît. On calcule rien, on sort nos albums, on fait les clips qui nous plaisent. On calcule plus les relations avec les radios, avec ci, avec ça. Et depuis 7 ans, maintenant, on fait ce chemin-là. Alors aujourd'hui, on n'a plus de contrat. Je suis incapable de dire ce que fera Ayam au niveau discographique dans les années à venir. Mais on s'en fout. Là, on avait une tournée en cours qui a été suspendue puisqu'on était sur la route quand on nous a dit rentrez, venez, restez à la maison et ne bougez plus. Et on avait fait 3 dates à Saint-Étienne, à Grenoble et à Clermont-Ferrand. Puis on espère à la rentrée pouvoir reprendre la tournée. On est des chanceux parce que pas beaucoup d'artistes aussi peuvent recaler des dates, mais on a réussi à les recaler. Et voilà, on se laisse glisser. Après l'avenir, Dieu seul le sait. Mais en parlant de changement d'époque Akhenaton, le problème n'est-il pas aussi ce rap qui a changé, ce rap qui a perdu sa charge subversive, son côté underground? Il a pas perdu, en fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le rap, aujourd'hui, il est tout à la fois. Il est la culture mainstream et il est sa propre contre-culture. C'est-à-dire qu'un des avantages incroyables d'Internet, c'est que si on fouille un peu, on peut écouter du rap qui est tout et son opposé. Et que la charge subversive, elle existe encore chez certains artistes et chez certains groupes. Mais comme le rap a remplacé la pop, est devenu la musique pop, la musique populaire, les grands médias, entre guillemets, ont tendance à confondre toutes les formes de rap. Le rap, il est diversifié et il existe. Oui, mais vous-même, Akhenaton, vous dites que vous êtes débarrassé de cette posture rebelle inutile et que votre rap était meilleur avant parce qu'il correspondait à votre adolescence. Oui, et que le rap nous paraissait mieux avant parce que c'est juste la BO de notre jeunesse. Mais la posture rebelle, elle est plus dans la culture française où il faut être le rocker maudit,
le, le, Bad le, boy. le bad boy, le loser magnifique. Non, ça, on l'a laissé de côté, ça. Mhm. Mais ce rap, le vôtre, qui est devenu plus équilibré, hum, a-t-il encore une influence qu'on a dans les cités, par exemple, comme on a pu en avoir votre petit frère à l'époque? Quelle est votre cible aujourd'hui? Moi, je vous parle de cible parce que vous êtes dans un certain engagement. Très dur à dire, hein, parce qu'en fait, quand on regarde le public, si justement, si on emploie ce langage marketing de cible, on regarde notre public tous les soirs en concert et c'est tellement varié en termes d'âge, en termes de sexe, en termes d'origine sociale, en termes d'origine ethnique. Et il y a autant de mecs que de filles et devant, il y a des très jeunes aussi. Donc je pense que dans les quartiers, on parle aux gens qui ont envie de recevoir ce message. Aujourd'hui, dans les quartiers, les gens qui sont les enfants de la culture de télé-réalité et d'Internet française écoutent un rap qui ressemble à la culture qu'ils consomment à la télévision et sur Internet. Mhm. Que ce Mais soit même les bourgeois de gauche, l'intellectuel. Ouais. mais même les bourgeois de gauche, vous en parlez d'ailleurs très bien, qui vous écoutez pour s'encanailler avec le bad boy, ne vont plus suivre. Vous-même, vous parlez de la presse bourge de gauche qui aime le bad boy, mais vous rajoutez tant qu'il ne raquette pas ses gosses. Eh oui, Donc, ça se délite. eh oui, on aime le méchant garçon, mais tant qu'il fait du mal aux autres, quand il fait du mal à ses propres enfants, il est moins fun, le bad boy. Tu sais, pendant des années, des gens nous ont appris comment se comporter, ils voulaient nous expliquer comment vivre la théorie dans les cités. On est soumis à des choses que les gens, dans leur maison, n'arrivent pas à comprendre. Nos relations avec la police, nos relations avec les gens, nos relations avec les professeurs aux écoles et nos relations surtout entre nous. Et le rapport de force permanent qu'il existe au quotidien dans nos vies. Des gens qui grandissent dans d'autres endroits et qui n'ont pas eu 3, 4, 5 amis jeunes de mort violente. Moi, j'ai à 17 ans, j'ai perdu des amis qui sont fait tuer, qui sont Oui, pris mais en... Marseille a bien changé depuis quand même, hein, depuis Oui, votre jeunesse. C'est beaucoup moins violent. pour moi, c'est moins violent qu'avant, à mes yeux, hein. Les gens aujourd'hui vont se brancher sur la télévision en boucle, ils vont dire mon Dieu, il y a des armes et tout. Ouais, on va y revenir à Kenaton. Marseille, c'est moins violent. Les années 70 et 80 sont des années extrêmement violentes à Marseille. Voilà. Ce rap, votre rap à Kenaton, ce rap mélancolique, nostalgique que vous nous offrez, surtout quand vous officiez en solo, Je suis en vie en est le parfait exemple. Il correspond à quoi? Il correspond à vos combats avec vous-même. D'ailleurs, il y a un titre sur votre autobiographie chantée, Métek et Mat, dans le titre est Je combats avec mes démons. Quels Oui, sont ces démons à Kenaton? ouais, je pense que j'en ai plein. J'ai un côté, je le dis dans les paroles, hein, je suis cet élève délicat qui porte un bagage violent. Et voilà, j'ai des côtés obscurs de ma personne que je m'efforce de contrôler. Et ce rap introspectif, il correspond aussi à quelque chose qui est très culturel. Je pense que je suis très ancré dans une culture méditerranéenne. J'ai grandi dans une culture napolitaine. Et Dieu sait que, par exemple, nos amis tunisiennes et tunisiens peuvent comprendre ça aisément. Et en plus, étant très proche des Italiens, le pays avec la Libye, les pays les plus proches de la culture italienne, on a ce côté où la mélancolie fait partie de notre culture, la nostalgie. Des morceaux comme, je ne sais pas si tu connais Buongiorno Tristezza. Buongiorno Tristezza, amiche della mia malinconia, amis de ma mélancolie. C'est chanté dans la chanson napolitaine, c'est quelque chose qui existe. Et je pense que ça m'a marqué. C'est un héritage des morceaux que ma grand-mère écoutait. Ma grand-mère, elle écoutait mon grand-père, ils écoutaient des tas de morceaux. La musique napolitaine peut être très gaie comme très, très triste. Et le morceau préféré de ma grand-mère, c'était un morceau qui s'appelait Vierno, l'hiver. Et c'était un immigré de Naples qui est parti vivre dans le nord de l'Italie parce qu'il y a une immigration en interne en Italie. C'est un des rares pays qui considère ses propres concitoyens comme des immigrés.
parce que je rappelle que les Napolitains étaient insultés et raillés dans les stades du nord de l'Italie encore récemment, hein, parce que pour eux, on est des Africains. Et donc, ce garçon-là va travailler dans le Nord et il pense à sa mère. Et c'est une chanson sur sa mère qui est magnifique. Et dès que je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux parce que ça me fait penser à ma grand-mère. Akhenaton, vous donnez l'impression d'être dans une quête spirituelle perpétuelle, dans une recherche perpétuelle, d'où votre conversion à l'islam, mais aussi vos références à la sagesse japonaise. C'est très présent sur Je suis en vie et sur Yasuke, votre dernier exemple, votre dernier album. D'ailleurs, vous vous référez à Miyamoto Musashi et au samouraï Yasuke, ancien esclave africain. Ben, Miyamoto Musashi, il y a une chose très intéressante qui correspond à la manière dont on a pu vivre et dans la culture dans laquelle on a grandi et les milieux dans lesquels on a grandi. Parce qu'en étant petit, j'ai grandi au milieu de beaucoup de Napolitains et c'est quand même un univers violent. Et Miyamoto Musashi, il y a un passage dans le livre La parfaite lumière et entre la pierre et le sabre. Et un jour, ce genre de samouraï-là parcourait, il faut savoir qu'à cette époque-là, ces samouraïs solitaires parcouraient le Japon et la seule chose qu'ils possédaient, c'était leur nom et leur réputation. Leur nom, leur réputation, ils la défendaient en se battant contre d'autres samouraïs qui, la plupart du temps, ils les tuaient pour asseoir leur nom. Donc, c'est une personne qui est un criminel qui a tué 150, 200 personnes, qui un jour s'accoude sur le pont de Gojo, au-dessus de Kyoto, et il voit la rivière, c'est le matin, il voit la rivière défiler sous ses pieds, il voit les arbres s'agiter, les oiseaux s'envoler, la lumière du soleil qui tape sur les montagnes, et il dit « Je suis en vie ». Et c'est incroyable de devoir réaliser à travers l'observation, la contemplation, le fait d'être en vie alors qu'on a passé sa vie à tuer les autres. C'est un contraste qui m'a beaucoup ému. Je trouve ça d'une poésie incroyable. Et je trouve ça très moderne. Et même la pochette de votre dernier album est dans cet esprit. Sur cette pochette, sur la pochette du dernier album, Yasuke figure une sorte de radeau de la Méduse. Elle est très belle d'ailleurs, cette pochette. Et en commentant cette pochette, vous dites ceci: sur ce minuscule radeau, il y a des gens que l'on n'aime pas forcément, mais aussi des personnes extraordinaires. Il faudra bien que tout le monde aille vers plus de calme et ensemble. Akhenaton, est-ce une évolution par rapport au temps où vous chantiez 52% de fils de pute à Vitrolles en référence aux votants du Front National? Est-ce que ces gens-là, vous les prendriez aujourd'hui avec vous sur votre radeau de la Méduse? S'ils ont envie de monter, ils monteront sur le radeau, ce qui ne m'empêchera pas de dire ce que je pense réellement de leur manière de penser. J'ai dit récemment des phrases du même ordre. Hein. J'ai dit, quand il est au premier tour des élections, dans mon bureau de vote, dans mon secteur, et, le Rassemblement national a fait des scores élevés. Et je dis le lendemain, le coronavirus a touché 33% de la population dans mon secteur. Mais vous, dans votre jeunesse, votre mère était syndicaliste, vous étiez à gauche dans votre jeunesse, mais vous l'êtes toujours d'ailleurs en quelque sorte. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est la gauche aussi, par un certain communautarisme, par une complaisance électoraliste qui a fait ce communautarisme, qui a nourri les peurs et qui a favorisé ce vote Front National? Par exemple, aujourd'hui, il est devenu difficile et même considéré comme raciste de débattre de certaines questions qui peuvent s'opposer, comme le voile. Bien sûr. Non. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas à avoir de débat sur le voile. Mais vraiment, vous pourrez chercher et vous verrez nos premières interventions médiatiques en 1991 à Creil, quand il y a eu l'affaire du voile. J'ai dit aujourd'hui elles sont 300, demain elles seront 300 000. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question à Akhenaton, parce que le voile des tas d'autres choses. Pour moi. Oui, j'ai lu cette déclaration et elle m'a interpellée, surtout de votre part.
Parce que pour moi, le voile, pas pour moi, le voile n'est pas un vêtement anodin, ce n'est pas une mode. Le voile est l'expression d'un corpus qui considère que le corps de la femme est quelque chose de tentateur, de corrupteur, d'impur, et qu'à ce titre, il faudrait le couvrir. Autrement, pourquoi est-ce qu'il faudrait le couvrir s'il n'était pas ça? Mais je Moi, viens de cette culture et je sais ce que c'est. Donc, c'est un accroc quand même à l'égalité homme-femme. non, Sachant quand même. je pense que c'est pas sur ce niveau qu'il faut mener le débat. Il faut mener le débat sur l'écriture. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. Rabattez vos poches sur vos épaules. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'à cette époque-là, ils avaient des toges, elles avaient la poitrine dénudée, ils demandaient Ouais, juste de cacher mais, la mais poitrine. Mais à cette époque-là, moi, mais nous ne sommes plus dans cette époque-là. moi, c'est ce que je pense. Je suis sûrement très proche de ce que tu penses. Mais il faut aller au-delà de ce qu'on pense nous pour ne pas permettre à des gens qui ont d'autres intentions de prendre ce questionnement-là et d'en faire un débat. Ce débat-là, nous devons l'avoir entre musulmans. Et je pense que c'est un débat à avoir entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les réformes à apporter? Comment on évolue à l'avenir? Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand ce débat-là vient voiler d'autres débats qui sont autrement plus graves en France. L'égalité des salaires en France. Parce que ça fait un débat tous les jours, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Pourtant, c'est une forme de voile qu'en France, les entreprises ou même le service public met sur les femmes. Mais on pourrait débattre des deux sujets en parallèle. L'un n'élude pas l'autre. Non, parce qu'il y en a un qui vend et l'autre qui ne vend pas. L'épouvantail, ça vend. L'autre truc, ça saoule les gens. Voilà. C'est toujours, il y a des phrases comme ça que volontairement on met dans nos textes. Non, courez chaque jour une femme islamiste. Non, mec bourré. Mais restreindre le débat entre musulmans, comme vous le préconisez, ne risque-t-il pas aussi de donner en pâture les personnes qui, dans les pays, des femmes qui, dans les pays musulmans, les femmes qui, dans les pays musulmans, où le voile est imposé, et qui disent, nous, on ne veut pas de ce voile. On va leur sortir ça, on va leur sortir cet argument. Oui, mais il y a un cas par pays et le monde musulman est vaste. Les catholiques et les chrétiens ont réussi à faire un certain nombre de réformes. Laissons au monde musulman qui a 700 ans de moins le temps de faire ses propres réformes. C'est un peu comme intervenir en Irak et dire on va leur apporter la démocratie. Moi, j'ai entendu ces phrases-là. Mais quelle addition? Comment on juge aujourd'hui tous ces acteurs de l'histoire qui ont à peu près 2 millions de personnes mortes sur leur carnet, sur leur plan et sur leur carnet? Je pose la question. Pour moi, c'est encore plus grave. Tuer 2 millions de personnes pour déboulonner un dictateur, c'est cher payé, non? Akhenaton, pour rester. Les méchants, ils ne sont pas toujours déguisés en méchants. Hein. Akhenaton, pour rester sur la question des femmes, pour en revenir à votre public. Votre public se féminise lors de votre concert à Grenoble. On a vu 75% de présence féminine. Oui. Comment vous expliquez cela par rapport au concert à la testostérone dont vous parliez dans les années 90? Je pense qu'il y a un côté plus poétique et plus délicat et une manière d'aborder. Mais les femmes aussi se sont investies dans des sujets sociétaux qui leur interdisaient de s'y intéresser dans les années 70. Et puis, de plus en plus, avec la libération, les femmes s'immiscent dans les débats. Je pense qu'il y a un peu de tout. Et vous verrez, si vous lisez les paroles d'Ayam, des tas de rimes qui parlent des femmes, notamment dans La fin de leur monde. Alors, on parle du droit des femmes quand leur mari les frappe avec des clichés sortis du droit du Moyen-Âge, comme si, ici, elles votaient depuis longtemps, je dis ça à peu près, mais c'est en 46 que s'est ouvert une nouvelle étape. Les femmes en France ne votent que depuis 1946, elles ont le droit à un chéquier depuis 1975. Donc nous, de manière poétique, on parle des femmes de manière, voilà,
belles et poétiques. Et je pense que ça, à un moment donné, elles viennent parce qu'il n'y a pas d'agressivité chez le groupe, il n'y a pas ce sexisme permanent qu'on peut retrouver dans des tas de musiques. D'ailleurs, c'est pas que dans le rap, le sexisme existe énormément dans des tas d'autres musiques. Mais justement, Akhenaton, n'est-ce pas votre exceptionnelle longévité qui vous a donné cette image rassurante, nostalgique, un peu une image de crooner, vais-je dire, de crooner du rap? Il y a une image de crooner et une image très offensive que les gens connaissent. Alors, pas tout le monde s'y intéresse, mais quand on fait des rimes depuis jeune, on s'est pris Tanzef. Zef, ça veut dire le vent en marseillais. Depuis jeune, on s'est pris Tanzef. Mon stylo prend la main de Welbeck pour gifler Madzef. C'est des phrases, par contre, qui sont pas très pisses et pas très trucs, mais au bout d'un moment aussi, on se défend sur un point de vue poétique et au niveau d'écriture de manière légitime. Madzef. Akhenaton. De roman est toléré tel qu'il a été toléré. Ça, tu trouves pas que c'est scandaleux, des choses comme ça? Pour Madina, vous avez lu le livre de Springora où elle raconte ce qui s'est passé? Non, j'ai pas vu. Honnêtement, c'est des tas de. Ce qui m'inquiète le plus, c'est comment tous les gens qui l'ont invité ont pu l'inviter en lisant ce qu'ils ont lu. Demain, Akhenaton, demain, c'est loin. Déjà en 2013, vous aviez dit, à l'époque actuelle, quand on fait un album, on ne sait plus ce qu'on va faire dans le futur. Vous savez là? Non, mais ça rejoint la phrase dont je t'ai parlé en début d'interview. Justement. On se laisse glisser. Il n'y a pas de plan. Voilà. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan devant nous. On voit, et en plus, même quand on en fait à court terme, regardez, la crise sanitaire que le monde a connue est venue changer les plans de tout le monde. Donc, comme quoi, aujourd'hui, c'est compliqué de penser quoi que ce soit et de réfléchir, de penser longtemps à l'avance. Vaut mieux vivre au jour le jour, c'est bien de vivre le jour le jour. Je suis devenu contemplatif encore plus qu'à l'époque. Encore plus. Nous allons clore l'émission Akhenaton sur votre choix musical. Parlez-nous de votre choix musical d'aujourd'hui. Que dit-il de vous? Si je devais prendre des morceaux qui disaient des choses de moi, peut-être j'aurais pris d'autres morceaux. Celui-là me plaît tout simplement pour son orchestration, parce que j'adore l'artiste. Vous le présentez? Anderson .Paak, c'est un artiste de Los Angeles, chanteur, rappeur, producteur, batteur, vraiment complet, qui a fait des albums magnifiques. Cet extrait-là sort d'un album qui a été produit par Dr. Dre, et des gens ont mal réagi avec cet album-là, alors que moi je le trouve magnifique. Oxnard, c'est pour moi un de ses meilleurs albums, et notamment ce morceau qui s'appelle Brother Skipper, et qui est avec Pusha T, un rappeur de Virginie, qui est un rappeur que j'adore aussi. Merci Akhenaton d'avoir été notre invité. Merci pour ce bel échange sincère. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine déconfinade. On vous laisse avec la musique qu'a choisie aujourd'hui notre invité Akhenaton. Merci encore. Merci. Nothing safe when your numbers change. Keep it low and pay the fee. Niggas talking, but it's not too often that they live and where they speak. Good pussy kept me entertained. Money came, then it went away. Loyalty over everything. Am I my brother's keeper? You know everybody gotta eat, bruh. I wanna live on ahead, if not a cloud in the air. The right side of the chair. If Jesus would've had a better lawyer, would he have to see the cross? I hope your niggas is true. I hope they don't do you like Judas. I pray to God. Ain't wearing off.